bonsoir à tous si on est live. Ouais, je pense qu'on est live. Je crois qu'on est déjà live, donc si jamais c'est le cas, bonsoir à tout le monde. Ravi d'être là. Salut. Je pense qu'on va attendre aussi Eddy qui nous rejoint. Hop. Bien. Salut Nokfung, salut Ami, salut Penda. Salut. Merci d'être là. Bon, je pense qu'on va commencer tranquillement, on va attendre que tout le monde se connecte. On va arriver, on va se présenter un petit peu, puis après on va pouvoir débuter. Hello tout le monde. Salut Voilà. Ibrahima. Salut. Bon, c'est quand même extraordinaire que les invités arrivent avant les animateurs. La ponctualité, hein. Ouais, effectivement. La ponctualité, ce qui est de mise en ce qui me concerne. Eddy, comment vas-tu? Bonsoir à tous et bienvenue sur notre webinaire Réussir avant d'entreprendre, notre réunion hebdomadaire sur l'entrepreneuriat. Lors de nos webinaires, on va aborder des thèmes liés à l'entrepreneuriat. Oui, en fait, Brahim, je ne réponds pas tout de suite à l'attaque personnelle. Lors de nos webinaires hebdomadaires, on abordera en fait des thématiques liées à l'entrepreneuriat. Comment entreprendre, pourquoi entreprendre, qu'est-ce que la vision, comment construire une communauté, comment passer à l'échelle, comment poser un business model. Tous ces épisodes-là sont disponibles en fait sur notre chaîne YouTube. On a fait 2 hors-série avec un entrepreneur en Ukraine. Comment entreprendre en Ukraine en temps de guerre, comment entreprendre en Russie en temps de guerre, les 2 parties de nos hors-série. Aujourd'hui, on reprend le cours de nos webinaires hebdomadaires. Pour la petite histoire, c'est moi qui les ai fait monter sur scène. Ma caméra ne voulait pas fonctionner, ni mon micro. Je soupçonne une attaque personnelle, mais c'est pas grave. Brahim, comment ça va? Ça va. J'étais pas présent pendant tes hors-séries. Je les ai suivis de loin. Et effectivement, c'était pas mal, c'était assez enrichissant. Donc là, je suis de retour. Même si tu m'as pas invité, je m'impose. Oui. T'as bonne mine. Merci. Bonsoir Bilal, bonsoir Romain, bienvenue à vous. Écoutez, et si on commençait par un petit tour de table? Je te donne la parole, Romain. Parfait, écoute, merci Eddy. Du coup, bonsoir à tous, je m'appelle Romain, je suis formateur en growth marketing, growth hacking chez Growth Tribe, leader européen de la formation sur ces sujets-là. Donc, ça fait un peu plus de 2 ans que j'accompagne des entrepreneurs, des marketeurs, des développeurs, des personnes en reconversion professionnelle, des grosses entreprises comme des startups, peu importe les secteurs, sur comment apprendre à générer plus de croissance grâce à l'optimisation de leur parcours client et surtout grâce à l'analyse de données. Donc, c'est un peu ce dont on va parler ce soir. Et je suis hyper content d'être accompagné d'Ibrahima, d'Eddy et surtout de Bilal, à qui je vais passer la parole sur ce sujet. Parfait. Merci. Donc, moi, Bilal, CEO d'une agence Growth Hacking. Donc, on a accompagné pas mal de startups sur ces 2 ans. Et en parallèle, on a monté un accélérateur dans le Web3. Donc, on s'occupe d'accompagner et d'accélérer des entreprises dans le Web3. Donc, voilà. Et donc, tous les sujets que Romain évoquait, pareil, on est tout le temps dessus, quoi. Voilà. Merci. On reviendra un peu plus tard sur ce qu'est le Web3 et le lien qui peut être fait entre le Web3 et le growth hacking. Ibrahim, pour les rares qui ne te connaîtraient pas, s'il te plaît. Ibrahim, entrepreneur, 42 ans. Aujourd'hui, je suis à la tête d'un écosystème composé aussi bien d'entreprises de services numériques que de boîtes de portage salarial. Je suis également associé avec Monsieur Bilal Zoui. J'ai l'honneur et la chance de connaître. C'est un honneur pour moi. Effectivement, ça touche à tout ce qui tourne autour du marketing, tout ce qui tourne autour des cryptoactifs et notamment du Web3. On fait également de la formation. Donc, c'est des sujets qui sont bien connus, bien identifiés. Et merci à Romain d'être présent. C'est tout un écosystème composé de plusieurs entités et dont le but, justement, c'est de pouvoir performer et accompagner d'autres porteurs de projets et démontrer, prouver, fédérer et surtout dire que entreprendre, c'est possible avec quelques billes et que il faut d'abord devenir riche avant d'entreprendre et acquérir des connaissances, des compétences, aussi bien en termes de hard skills que de soft skills. Merci, monsieur Eddy Vague.
Merci Donc, pour cette présentation. Merci pour ces présentations. Alors, moi, c'est su et reçu. On a organisé une émission en fait sur le growth hacking. Et moi, tout le monde le sait, tous ces termes-là, je n'y comprends rien. Donc, qu'est-ce que le growth hacking, s'il te plaît, Romain? Alors, on va essayer de faire une définition simple parce que franchement, il y a des moments où on peut s'étendre, on peut partir dans tous les sens, etc. Alors déjà, j'ai envie de dire, qu'est-ce que le gros hacking n'est pas? Alors, ce n'est pas juste du scrapping, de la lead generation, de l'automatisation, tous ces sujets-là un peu tendance que tout le monde a envie de maîtriser pour hacker sa lead gen. Tu as parlé de scrapping. Tu m'as perdu. Le scrapping, c'est quand on va aller extraire de la donnée depuis un site web ou depuis une application pour aller la collecter enfin pour nous et l'utiliser en général à des fins commerciales. Donc ça, c'est un peu les sujets un peu tendance que tout le monde a envie de maîtriser et apprendre à gérer. Et lorsqu'on fait ça, il y en a qui se disent, ça y est, je fais du gros hacking. Alors, j'aimerais bien enlever ça un petit peu, justement, mettre ça de côté et dire qu'avant tout, le gros hacking, première chose, c'est un mindset qui est centré sur le client, sur l'utilisateur, comprendre réellement son besoin, qui il est, pourquoi il vient nous voir plutôt qu'un concurrent, pourquoi il reste chez nous, pourquoi il parle de nous, comment il parle de nous, comment on transforme ses clients en ambassadeurs. Tous ces sujets-là, en fait, qui est avoir une vision centrée sur l'utilisateur, sur l'analyse de données de nos clients, de nos prospects, et derrière, chercher à optimiser la totalité du parcours client. On peut considérer un peu ce qu'on appelle le pirate funnel. Donc, c'est un modèle qu'on appelle le modèle AARRR, que vous avez sûrement déjà entendu parler, qui a été inventé par Dave McClure, le fondateur de 500 Startups. Et du coup, voilà, c'est chercher à optimiser la croissance de son entreprise basée sur l'analyse des données de ses clients. Pour faire ça. Excellent. Bilal, qu'est-ce que tu penses de cette définition et est-ce que tu pourrais la compléter? Ouais, carrément. Ça fait plaisir déjà d'entendre une définition complète. Et je suis totalement en phase avec ce que Romain il dit. Mais je rajouterais aussi toutes les phases d'itération, tous les tests en fait. On teste énormément avant de lancer quoi que ce soit. Et en fait, pour rajouter une petite brique à ce que Romain a dit, et pour compléter, en fait, il y a une grosse phase de test avant de comprendre le client en fait. Avant de comprendre un client, on va tester des choses. Quand je dis tester des choses, on va tester des canaux. Un canal, c'est par exemple LinkedIn, Facebook, Instagram, etc. Et une fois qu'on a commencé à comprendre sur quels canaux ils sont, comment leur parler, on va tester des landing pages, des designs et ainsi de suite. Et il y a plusieurs phases de gros hacking en fait. Tu as des phases au tout début en fait où tu as des phases des startups où on doit tester énormément de choses, on a beaucoup de tests à faire. Et ensuite après tu as la phase de croissance et la phase de scale. Donc, sur ces trois étapes, voilà, le gros c'est différent. Mais comme il a dit Romain, le mindset c'est la base. C'est un mindset qui est la base de tout ça. Et une entreprise, elle a plusieurs étapes. On en a trois en général. La phase de go-to-market, la première phase. Tu as une seconde phase qui est plutôt de la croissance et après la phase de scale. Et chaque étape, tu as le gros qui s'adapte. Tu fais pas la même chose en fait. D'accord. Et quand tu parles de scale, parce que là tu en parles, tu emploies des mots anglais, à quoi correspond le scale finalement en français? Ibrahim, est-ce que tu pourrais nous donner un complément d'information par rapport à ça et donner aussi ta définition du growth hacking? Merci Romain, merci Bilal. Ok, bah moi, le scale, clairement, ça veut dire le passage à l'échelle. C'est comment faire pour automatiser un certain nombre de tâches et de process pour qu'on ne puisse avoir d'intervention humaine. Et c'est dans cette phase-là qu'on a le plus de valeur. Comme l'a dit Bilal, et je rebondis également sur ce qu'a dit Romain, en fait, le growth hacking, c'est des phases de test et d'itération. Donc, clairement, pour la définition, on est tous d'accord sur ça. Et ça permet, dans un premier temps, quand tu es dans une phase de go-to-market, c'est-à-dire le go-to-market dans la phase, pour moi, laboratoire, où on va tester notre modèle économique, on arrive avec des idées, on veut vendre des tomates, on se dit, bah, là, aujourd'hui, je vais être le meilleur vendeur de tomates sur le marché. Mais maintenant, qui sont ces consommateurs de tomates? Quel âge ils ont? Est-ce que c'est des femmes, des hommes? Où est-ce qu'achètent leurs tomates? Est-ce que c'est au marché? Est-ce que c'est dans des supermarchés? Etc. Cette information, il faut aller la chercher. Il faut être certain que ce soit à peu près la bonne information. Et pour ça, on va tirer des hypothèses, on va tirer des personas, donc identifier des personnes qui seraient intéressées par notre proposition de valeur, et on va aller les chercher. Et suite à ça, on va déterminer ce qu'on appelle, nous, l'ICP, Ideal Customer Profile. Et une fois qu'on a ça, on peut dire qu'on a le product market fit. Désolé pour les termes anglais, je sais que tu n'aimes pas les termes anglais, Eddie, mais le product market fit et être certain qu'on est dans le time to market.
des time to market pour se dire, bah, c'est bon, c'est le bon moment pour lancer l'idée. Parce que des fois, on peut lancer une idée, c'est trop tard, ou on est trop en avance. D'accord, très bien. Alors, tu as parlé de persona. À la limite, j'ai envie de dire, le mot persona, je l'ai tellement entendu que ça commence à rentrer. C'est le profil de notre client type. D'accord. Mais tu es parlé, en fait, tu es passé du persona à l'ICP. Là, j'ai commencé à perdre pied. À suffoquer. Et ensuite, tu es passé au product market fit. Et ensuite, tu as parlé de time to market. Je suis perdu. Je suis perdu. Donc, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, éclairer ma lanterne, s'il vous plaît? Romain. Moi, je pense que Romain, il serait bon pour. Qu'est-ce qu'un ICP, s'il te plaît, Romain? Très bien. Alors là, je vais essayer de faire un peu la différenciation, notamment entre persona et ICP. Les personas, ce sont les personnes potentielles qui sont susceptibles d'utiliser notre produit, notre service, de consommer nos biens. Donc, on va avoir plusieurs types de personas. On peut avoir, je ne sais pas, le cadre dirigeant, on peut avoir le start-upper, etc., qui vont avoir des besoins et des buts différents, mais au final, ils viendront quand même consommer notre produit, notre service. Tandis que l'ICP, donc il y a le client, le profil du client idéal, si on veut le faire en français, c'est plus justement quels sont les types de clients qu'on veut réellement, c'est-à-dire les personnes qui vont peut-être nous rapporter le plus de valeur, qui vont nous apporter éventuellement le plus de visibilité, étant donné qu'ils sont peut-être, imaginons, quand on signe un gros client, on peut en parler, on peut l'afficher, ça va donner beaucoup de notoriété, de crédibilité à l'entreprise. Donc, ça peut être des choses qui peuvent aider là-dessus. Ça peut être des clients qui vont être extrêmement satisfaits. Ça peut être des clients qui vont donner beaucoup de feedback. Et en fait, ça, c'est ma vision de l'ICP. Mais l'ICP, pour moi, ce n'est pas juste le client qui dépense le plus d'argent. C'est le client qui va peut-être le mieux utiliser le produit ou le service ou qui va peut-être en parler un maximum de monde ou qui aura vraiment compris l'usage qu'on pouvait en faire. Et je pense que ça peut dépendre réellement des boîtes. Il y en a qui vont se focaliser sur le revenu généré par tel type de client et en se disant, bah, tiens, tous les clients qui nous ramènent plus de 200 000 euros annuels, c'est nos meilleurs clients. Et d'autres qui vont se dire, tous nos clients qui utilisent notre plateforme chaque semaine, ce sont nos meilleurs clients. Et donc, je pense que c'est réellement à définir entre les différents types de business que vous avez, que vous soyez un SaaS, donc un logiciel, un e-commerce, ou que vous soyez directement en activité indépendant et que vous ayez vos clients. Il y a toujours ce client chiant qui va payer pas très cher et qui va demander beaucoup plus que c'est pourquoi il a payé, et ceux qui vont payer très cher et qui vont rien demander et qui vont être très satisfaits et nous recommander. Donc, c'est un peu la différence entre ça. Enfin, du moins, c'est ce que j'en dirais. Je sais pas ce que tu en penses. Hyper intéressant. En fait, tu as soulevé un point. Et que indirectement, enfin moi je l'ai vu, c'est que tu as parlé de referral et de comment on appelle ça, rétention. En fait, pour toi, les meilleurs clients, c'est ceux qui sont dans la rétention et dans le referral. Donc, referral, c'est des clients qui t'en ramènent d'autres. Et donc, la définition de Romain, elle est hyper intéressante parce que c'est un point qu'on oublie beaucoup en gros hacking. Comme il disait tout à l'heure, les gens ils pensent que c'est aller scraper, envoyer des mails, faire du LinkedIn. Ça, c'est qu'une petite partie. En fait, il ne faut pas confondre les outils et tout ce qu'il y a derrière, en fait, la stratégie, l'idée, etc. Et quand tu arrives à faire un business qui est basé sur du referral et que tes clients ne partent pas, en fait, c'est plus de 50% de ton chiffre d'affaires. Ça veut dire que quand tu as un bon produit et que ce produit-là, la plupart des gens ne partent pas continuent d'utiliser le produit et ils t'en ramènent d'autres, bah, tu as un vrai business et c'est le meilleur hack en fait. Le meilleur hack, c'est un super bon produit avec un très bon support et que ton produit puisse continuer à évoluer comme ça en fait. Mais donc, ce qui soulevait Romain, c'est ça, c'est la partie rétention et la partie referral, elles sont ultra importantes dans la croissance d'une entreprise. C'est quoi la rétention? La rétention, c'est quoi? Parce que ça me fait penser un petit peu à toutes ces notions de rétention d'eau, etc. Donc, du coup, c'est une personne qu'on garde chez nous, qu'on ne laisse pas partir, c'est ça? Et fidélisation. La fidélisation, d'accord. Et donc, du coup, en fait, quand on parle de referral, moi, ça me fait penser un petit peu à aux arbitres en anglais. Je ne sais pas, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est… je ne connais rien. Non. Pas vraiment. Si je peux me permettre, tu vois, pour vulgariser encore un peu plus le terme, c'est comment tu arrives à transformer tes clients en ambassadeurs. C'est-à-dire, imagine, on va prendre le cas de N26. N26, donc c'est les cartes, les banques en ligne, hyper facile, tu crées un compte en 8 minutes, ça y est, tu es content. Donc, tu arrives sur N26, tu te crées ton compte, ils te disent en 8 minutes, tu crées ton compte, en 5 minutes, allez, en 6 minutes 50, ton compte est créé. Du coup, tu te dis, ils ont fait une promesse, elle est tenue, tu es content. 2 jours plus tard, tu reçois ta carte chez toi.
tu peux commencer à mettre de l'argent dessus et à payer tes premières dépenses. Là, tu te dis, OK, c'est trop ouf comparé à des banques traditionnelles où tu dois aller te rendre en physique, déposer tous tes papiers, enfin bref, je te passe tout le truc. Du coup, quand tu es satisfait, tu as eu une super bonne expérience, tu fais quoi? T'en parles. T'en parles à tes potes et tu te dis, hé les gars, attends, il y a une semaine, je me suis inscrit sur N26, là, ça y est, ce soir, je paye mes bières avec. Et c'est un peu ça, tu vois, c'est un peu le côté où tu vas parler naturellement du produit ou du service sans être… Alors, on peut être récompensé pour. Là, dans ce cas-là, on parle de viralité artificielle, genre Uber, et tu partages à un ami, tu as un code promo, etc. Ou sinon, il y a vraiment la viralité organique qu'on va appeler, voilà, on va appeler des boucles de croissance, où personne n'est incité à le faire contre une rémunération, contre une récompense. Et ça, c'est vraiment la brique la plus puissante qu'on peut avoir. On peut essayer de faciliter cette recommandation en donnant des billes, etc. Mais le mieux, c'est dès que votre produit il est bon, les gens en parlent. C'est naturel. J'ai un exemple qui me vient en tête, c'est Notion. Parfait. Notion, c'est le meilleur exemple que j'ai là tout de suite. Je pense que tout le monde l'a utilisé au moins une fois. C'est quoi Notion, s'il te plaît, Bilal? Moi, pour résumer ça, c'est un outil ou un espace de travail que tu vas pouvoir aménager un peu comme tu veux et gérer pas mal de choses. J'ai peut-être pas la bonne définition, peut-être Romain en a une meilleure, mais en gros, ça fait pas mal de choses. Éditeur de texte, tu peux faire un CRM. C'est un outil qui te permet de faire pas mal de choses. Ouais. Bahema, qu'est-ce que c'est Notion, s'il te plaît? Un outil de gestion collaborative. Un outil de gestion collaborative qui fait aussi bien la gestion de documentaire, mais également de la planification et suivi de projets et aussi d'automatisation d'un certain nombre de tâches. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'il permet de connecter d'autres outils, par exemple comme Zapier, qui permet de pouvoir rebondir sur d'autres outils. Par exemple, tu peux connecter à Notion un outil de gestion relation clientèle, de type, par exemple, Pipedrive. Et pourquoi c'est important? Parce que c'est important de centraliser l'information. Comme un espèce de Wikipédia où on va pouvoir définir, par exemple, des principes de branding, de marque, d'une charte graphique, et pour que l'ensemble des personnes qui sont liées au projet puissent aussi bien se dire, là, pour le site Internet, il faut qu'on a choisi telle ou telle couleur et tel ou tel type de calligraphie, et il faut que ça soit reporté également au niveau des postes, des articles qui vont être faits, de la philosophie d'entreprise, de la politique de recrutement, de la gestion d'information, etc. Est-ce que le gros hacking est illégal? Absolument. Non. Pourquoi? Parce qu'on parle de growth hacking. Et en fait, quand on dit growth hacking, il y a la notion de hacking, en fait. Et donc, du coup, en fait, le piratage informatique, de tout ce qui est illégal. Et donc, du coup, est-ce que quand on fait du growth hacking, on va voler des données personnelles, etc., pour les utiliser au profit d'une autre entreprise? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Ça dépend du pays. En fait, on va être dans la zone grise. On va exploiter des failles. Il y a des hacks, clairement, on utilise des hacks. Mais la base, ça va nous permettre de mettre des petits coups de boost. Je donne un exemple. On a le moyen de faire gonfler des comptes LinkedIn extrêmement rapidement parce qu'il y a une faille sur LinkedIn. J'en parlerai pas là. Je veux pas qu'on se fasse bloquer nos comptes. Mais en gros, j'ai la possibilité d'ajouter plus de 10 000 personnes sur un compte en même pas une heure, par exemple. Tu vois, c'est ce qu'on fait pour accélérer à fond les comptes. Et donc ça, c'est une faille, mais c'est pas le truc sur lequel on va baser toute notre strat. C'est un petit truc qu'on va faire à un moment donné. Donc tu es dans la zone grise, c'est une faille qu'on exploite. On n'est pas illégal, mais on va l'exploiter. Parfois, on va prendre des données peut-être qu'on n'a pas forcément le droit. Comme il disait Romain, il y a des pays, tu n'as pas le droit, d'autres tu as le droit. Parfois, on a le droit d'envoyer des mails, parfois, on n'a pas le droit. On conteste, on s'adapte, mais c'est pas illégal en soi. On risque pas de peine de prison. D'accord. Et donc, du coup… Romain? Oui. Alors, moi, juste pour revenir, pour le coup, étant donné que dans la boîte dans laquelle je bosse, du coup, chez Grosse Tribe, on est là pour enseigner des bonnes pratiques à un large public. Donc, forcément, on ne peut pas se permettre d'aller enseigner justement des pratiques qu'on va considérer de black hat ou même de grey hat. On va faire, pour définir, en gros, il y a les black hat où c'est vraiment, tu vas aller faire des choses très, très sombres dont on ne parlera pas. Après, le grey hat, c'est un peu ce que dit Bilal, c'est aller exploiter des failles qui sont présentes. On n'est pas interdit de le faire, mais on n'est pas autorisé à le faire. C'est un peu ambigu. Voilà. Ouais, et puis après, derrière, il y a ce qu'on appelle le white hat, donc les chapeaux blancs, où tu peux aller faire des choses qui sont légales, en allant faire des choses qui sont parfois un peu malignes, tu vois, mais tout en restant dans la légalité, en étant sûr qu'il y a zéro risque d'avoir ces choses-là. Donc oui, le gros hacking peut être légal, illégal, ou entre les deux. Ou entre les deux, ouais. D'accord. Très bien.
Brahim, quelque chose à ajouter? On dirais-je, moi j'aime bien le mot hacker la croissance. Et quand on parle de hacker la croissance, ça veut dire qu'on trouve des subterfuges. Et j'aime bien ce mot-là, subterfuge, pour pouvoir aller plus vite. Et le but, pour moi, du growth hacking, ou plutôt, c'est pas le but, plutôt dire une des dimensions, quand par exemple, on veut passer de la partie go-to-market à la partie scale, c'est justement, il va falloir trouver ces fameux hacks de croissance. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on passe par un process classique, une fois qu'on a identifié le product market fit, le time to market, on sait que là, on peut générer des revenus, C'est quoi un product market fit, s'il te plaît? rencontre entre l'offre et la demande. Qu'est-ce que ça Ça, veut dire en français pour un... Moi, je suis boulanger. Qu'est-ce que c'est qu'un product market fit pour moi? tu vends du pain, tu as trouvé des consommateurs de pain. Et tu sais Ok, qu'en fait, ces consommateurs de pain dans ce village-là, eh ben, tu vas pouvoir générer un chiffre d'affaires qui est assez intéressant. Rencontre d'accord. entre l'offre et la demande. Et time to market? Time to market, c'est jamais tu vends du pain classique, du pain, je sais pas moi, au sésame à ce moment-là, eh ben, ça va fonctionner, ça peut fonctionner, alors que jamais tu aurais vendu il y a 2 3 ans, peut-être que sésame, il y avait une polémique dessus. D'accord. Jamais Et tu. donc, du coup, ça peut être aussi ouvrir sa boulangerie à 12 heures au lieu de l'ouvrir à 7 heures. On n'est plus dans le temps. Mm. D'accord. Exactement. D'accord. Exactement. Et pour moi, en fait, hacker la croissance, c'est se dire, OK, d'accord, dans le principe de la boulangerie, j'ai ouvert une boulangerie, cette boulangerie peut faire un carton, jamais aux alentours d'une zone industrielle, entre deux villes. Deux villes qui n'ont pas forcément de boulangerie, jamais dans une zone industrielle et qui a un passage qui est assez important, et que plutôt que de vendre ma baguette 1 euro, j'ai fait fabriquer en laboratoire à 30 centimes, et que là, je la vends 80 centimes, je suis 20 centimes moins cher que n'importe quel boulanger, et je suis dans une zone de chalandise plus importante. Là, au lieu de faire 800 euros de chiffre d'affaires, je fais 3000 euros. Et pour moi, en fait, hacker la croissance, enfin, l'un des rôles et objectifs du growth hacking et des growth hackers, parce qu'on reviendra dessus, mais pour moi, le growth hacking, il y a plusieurs dimensions. Aujourd'hui, il y a growth analyst, il y a growth designer, il y a growth product, il y a head of growth, et il y a des growth engineers. C'est quand on a identifié le product market fit, quand la phase de laboratoire est passée, qu'on part en croissance, qu'on génère du chiffre d'affaires, quels sont les éléments qui vont nous permettre de pouvoir scaler, de passer à l'échelle? Est-ce qu'il y a un moyen qui va nous permettre d'aller plus vite que si on passait par un process classique, hormis des moyens financiers? Eh ben, le growth hacking peut nous aider à ça. Et en fait, dans des phases de SaaS, Software as a Service, encore un terme anglais qu'on laissera Ellie comment dire, nous identifier, euh, il existe des moyens où, plutôt que d'avoir des produits qui sont existants, on va dire, ben, on a besoin de ce produit-là, on a besoin de ce produit-là. On va faire appel à un growth engineer qui lui a la compétence de développer un petit bout de code qui va pouvoir unir plusieurs produits ensemble pour arriver à notre objectif. Et hacker la croissance, pour moi, ça fait partie de ce principe-là. Et c'est surtout le mindset. C'est se Ouais. dire comment on peut faire pour aller plus vite, comment on peut faire pour cette phase-là où, en fait, on a appris à itérer, on a appris à tester, ben, qu'on ne refasse pas la même erreur, et qu'on utilise cet échec pour aller plus loin, pour aller plus haut. D'accord. Alors, une des premières boîtes à avoir utilisé massivement le growth hacking, c'est Facebook. D'accord. Et en Europe, on a été un petit peu sauvé, protégé par la RGPD. Comment faire du growth hacking, donc du coup, hacker sa croissance à l'ère de la RGPD, s'il te plaît, Romain, et ensuite on écoutera l'avis de Bilal. Ok, je vais essayer de répondre du coup, de rebondir un peu sur ce qu'a dit Ibrahima et puis après de répondre aussi un peu à ta question, parce qu'il y avait des choses assez intéressantes. Donc, Ibrahima, tu reparlais pas mal de ce côté itération, d'aller tester. Déjà, je pense qu'une des clés pour aller développer sa croissance, c'est ce fameux test. C'est ce qu'on appelle de l'itération rapide, de l'expérimentation rapide. C'est donc de chercher plutôt la vélocité, donc d'aller tester pas mal de choses pour tirer des apprentissages. En tirant ces apprentissages, que ce soit des victoires ou des échecs, l'objectif, c'est que, par exemple, en allant collecter de la donnée, ce qu'on appelle qualitative, donc c'est de la donnée où on va demander du feedback réel sur l'expérience client, demander justement ce qu'ils ont apprécié, ce qu'ils n'ont pas apprécié, regarder les comportements des visiteurs sur notre site web, sur notre application, comprendre un petit peu où est-ce qu'ils ont bloqué, pourquoi ils ont bloqué et comment on peut améliorer ces types d'actions. Donc, je pense que déjà, avant tout, l'itération et l'expérimentation rapide permet avant tout d'aller tirer des apprentissages sur son audience.
Et il y en a beaucoup qui pensent que quand on fait du gros hacking, on est là un peu genre des sorciers avec une baguette magique. Et on va arriver, ils nous disent, tiens, vas-y, génère-moi 1000 inscrits, génère-moi 10 millions. Non, ça ne se passe pas comme ça. Tu peux finir par générer 10 millions sur la durée, mais ce qu'on cherche avant tout avec le gros, c'est une croissance qui est durable et exponentielle sur le long terme. Ce n'est pas un pic de croissance et derrière, ça reste plat. Donc ça, c'était un point que j'avais bien envie de remettre un peu sur la table. Et du coup, tu faisais le parallèle avec Facebook, avec la partie RGPD. Donc forcément, il y a pas mal de choses qui changent. Donc déjà, la RGPD impacte beaucoup plus les business en B2C, donc d'entreprises à des individus, plutôt que la partie B2B, où notamment sur la partie prospection, tu as déjà quand même beaucoup plus de flexibilité. Donc après, je vais pas rentrer dans les détails. Tu peux nous rappeler ce qu'est la RGPD, s'il te plaît? Parce que moi, je comme ça, mais je ne sais pas ce que c'est. La RGPD, c'est donc la régulation sur la protection des données, notamment pour les résidents en Union européenne, et donc qui protège un peu justement les droits contre l'exploitation de nos données personnelles pour qu'on puisse être un peu plus maître de nous. L'avantage, c'est qu'avec le Web 3, je pense qu'on va déjà passer sur un truc, on sera déjà plus propriétaire de nos données, donc ça, c'est quelque chose qui me fait On reviendra. Mais j'ai envie de faire quand même ce petit parallèle parce que je pense que c'est un des bons moyens, pas dire de contourner la RGPD, mais c'est quelque chose qui va permettre en fait juste de redevenir propriétaire de ces données. Et ça, je trouve ça assez excitant par rapport à ce vu le monde actuel. Et donc, je réponds donc à ta question maintenant. Donc, comment faire pour faire du gros à l'heure de la RGPD? Déjà, être bien renseigné avant tout, parce que savoir ce que tu as le droit de faire, ce que tu n'as pas le droit de faire et pourquoi. Parce que parfois, il y en a qui vont vraiment être très, très embêtants, très, très tatillons sur des choses. Ils vont dire, tu n'as pas le droit de faire ci, tu n'as pas le droit de faire ça. Donc, c'est bien d'être au courant, d'être dans les règles. Et de deux, la RGPD, ça va souvent se passer sur des sujets d'acquisition, enfin, d'awareness d'acquisition pour trouver du nouveau trafic entrant. Si jamais tu te focalises sur d'autres métriques comme le referral, tu n'as quasiment même plus ce genre de soucis à te poser. Il suffit de faire un bon produit. Tu n'as plus besoin d'avoir toutes ces problématiques de RGPD qui peuvent te prendre la tête et devenir un réel casse-tête. Donc, déjà, il y a ce sujet-là. Et après, je vais arrêter de monopoliser la parole. Mais par exemple, juste aussi par rapport au succès de Facebook. Donc, certes, ils ont exploité nos données personnelles à tire-larigot. Ils les ont vendues. Ils les vendent au quotidien pour qu'on puisse faire des pubs sur Facebook. Donc, ça, c'est pas un secret. Mais une des choses qui a permis à Facebook de devenir Facebook tel qu'on le connaît aujourd'hui, et même les Amazon, les Google, je ne sais pas si vous savez, mais Facebook, c'est plus de 100 000 expérimentations par an. Exactement. C'est énorme. Et c'est de ça dont je parlais quand j'ai fait le parallèle de Facebook. Je ne parlais pas de l'exploitation des données, mais je parle en fait de la grosse industrie, ce n'est même pas des laboratoires, de la grosse industrie de gros hacking qu'ils ont en interne. C'est la vélocité. Alors, la clé de leur succès, c'est la vélocité. Ils ont des équipes qui s'intéressent à la partie rétention de leurs utilisateurs dans des régions spécifiques en Inde sur Android. Enfin, c'est des grands malades. C'est des grands malades. C'est ça qui fait le succès. Donc voilà, c'est comme ça assez fou, mais c'est la clé. Plus vous testez, plus vous apprenez, plus vous allez créer de la croissance. Pour moi, c'est juste indéniable. Après, Bilal ou Ibrahima, prenez le relais, parce que sinon je… Même pas. Là, on va ouvrir la porte. La porte que vous avez tous essayé de ouvrir. Et là, grâce au pouvoir de la force, grâce au pouvoir de la force, on va l'ouvrir. Qu'est-ce que le growth hacking à l'heure du Web 3? Et avant même de parler de growth hacking à l'heure du Web 3, je suis en train de rédiger un manifeste. Donc, je suis en train de perdre tout ce que je n'ai plus. D'accord? Mais Brahim, je vais te demander pour les 22 personnes qui nous suivent de nous donner une définition en français avec des mots simples de ce qu'est pas l'innovation ni même la révolution, mais vraiment cette espèce d'apocalypse que le Web 3 pour tous les tyrans d'hier. Pour tous les tyrans d'hier. Pour tous les tyrans d'hier, et pas ceux d'aujourd'hui ni ceux de demain. Il est fort, Elie. Il est fort, Elie. Et moi qui pensais à se virer. Oui. Ok. Web3, ça inclut énormément de choses, mais en fait, ce qu'on doit dire, c'est… On ne peut pas parler de Web3 sans parler de Web 1 ni Web 2. Il faut déjà commencer par définir ce que c'est que le Web 1 et le Web 2. Le Web 1, c'était
Ce qu'on a connu auparavant dans les années 90, c'est l'arrivée de l'Internet. Et pourquoi l'Internet? Parce qu'auparavant, l'information, le nerf de la guerre de l'informatique, c'est l'information. Cette information-là, quand on voulait passer d'un système à un autre, pour pouvoir transférer cette information, il fallait la dupliquer sur un autre réseau local. Donc, en passant par Internet, aujourd'hui, on a un réseau fédéré et on peut afficher des informations. L'Internet, c'était ça. Le but, c'était que sur une page web, on puisse avoir tous la même information et qu'elle soit diffusée en même temps et disponible pour tout le monde. La naissance de l'Internet, années 90. Jusqu'à la bulle d'Internet qu'on a connue au début des années 2000, où voilà, il a fallu revoir d'autres modèles. Le Web 2 arrive, et la différence entre le Web 1 et le Web 2, justement, c'est le fait qu'aujourd'hui, non seulement on pouvait afficher l'information, mais également la partager. D'où la naissance des acteurs de GAFAM comme Facebook, Instagram, Snapchat, ce que tu veux, où en fait, grâce à l'évolution des technologies, et bien sûr la 4e génération mobile, et ben aujourd'hui, on peut diffuser des vidéos, diffuser de la voix, on peut stocker d'une façon exponentielle et donc partager l'information. C'était ça vraiment le Web 2. Le Web 3, avec l'arrivée de nouvelles technologies comme la blockchain, où en fait on peut avoir un système de traçabilité et être vraiment voir d'où part un point de données jusqu'à un autre point de données et suivre les différentes personnes qui ont eu accès. Aujourd'hui, c'est être détenteur de sa donnée et de l'avoir dans un système décentralisé. La grosse particularité du Web3, c'est la décentralisation d'informations. Et que toute personne qui fait partie de ce groupe de personnes ait accès à un bout de cette information et qu'elle puisse être reconstituée et infalsifiée. Merci. Le Web3 ouvre de nouvelles perspectives. C'est pour ça que j'ai demandé une définition très claire, parce que c'est très difficile d'expliquer le Web3 et toute l'évolution avec des mots clairs. Donc, moi, j'ai 2 neurones qui se battent en duel, vous le savez très bien. Et pour toutes les personnes qui sont un petit peu dans mon cas, je vais essayer de simplifier un petit peu encore un peu plus. Le Web 1, il y a le site Internet qui nous envoie de l'information. On ne peut pas interagir, on ne peut que la lire. Le Web 2, on devient créateur du contenu. On ne profite pas de la valeur du contenu qu'on a créé, on ne fait que créer du contenu. On crée des posts sur Facebook, on envoie des vidéos sur Facebook, on envoie des photos de mariage ou de nos enfants sur Facebook, mais elles ne nous apportent rien. Parce que la donnée que nous créons, que nous produisons, appartient à des boîtes comme les GAFAM, Facebook, Google et autres. Le Web 3, et ensuite je donnerai la parole à Bilal, l'information, le contenu que nous créons nous appartient. Ça veut dire que le post que si je viens et je dis, j'ai mangé un pain au chocolat, trop bon. Ce post que je crée n'appartient pas à Facebook. Facebook ne peut pas créer des pubs dessus et faire de l'argent en me laissant moi sur le bas-côté. Ce post m'appartient. Je peux créer des règles de gestion par rapport à ce post-là et je peux dire, ce post, je le valorise à X euros. Qu'est-ce qu'une telle évolution, une telle innovation, une telle transformation apporte dans nos vies, s'il te plaît, Bilal, au niveau du growth hacking? Alors, pour le growth hacking, ça change tout, clairement. Ça change tout. La base, ça reste quand même le produit. Mais si tu prends tout ce qui est Web3, le growth hacker, il aura une grosse partie au niveau de la création d'une communauté. Je m'explique. Dans le Web3, c'est les communautés qui font le produit, c'est les communautés qui mettent une valeur à ton produit, donc à ton token s'il y en a un derrière, donc à ta crypto-monnaie, pour résumer. Token, crypto-monnaie. Okay. En gros, je m'explique. Si je devais résumer très rapidement, quand on vous parle d'Ethereum, de Avax, de Solana, etc. Fais pas ça. Non, juste pour expliquer, c'est comme si on vous parlait d'un nouvel Internet, et donc avec des nouvelles règles de gestion à l'intérieur, etc. Donc si je vais sur Ethereum, il y a ce qu'on appelle des applications décentralisées qui vont être régies par des smart contracts, des robots, des trucs comme ça. Et donc, il y a tout un écosystème. Bilal, ouais, dis-moi. Les 17 neurones que j'ai dans ma tête te supplient de ne pas rentrer dans les Ethereum, les smart data. On va même pas parler de DAO. Pour te dire, non, pas besoin. Ouais. Voilà, on va vraiment rester au ground zero, s'il te plaît, parce qu'on ne fait qu'ouvrir la porte. Ok, parce que si on parle de gros, on est obligé de comprendre ces éléments-là, parce que, par exemple, sur quelle blockchain, c'est pas… Ok, d'accord.
S'il te plaît. Donc, si je devais te parler de grosses dedans, c'est plus au niveau des canaux. Voilà. Donc, tu vas pas interagir sur les mêmes canaux. Tu vas interagir sur Twitter, Reddit, Discord énormément. Et en fait, c'est que des gestions. Il y a le principe en crypto Web3, ce qu'on appelle le FOMO. Quand un gros hacker arrive à créer ce qu'on appelle le FOMO dans un business, donc Fear of Missing Out, la peur de rater une opportunité, et ben là, en fait, tu crées une croissance exponentielle. Et tu crées, et en fait, les revenus sont monstrueux derrière. Et la peur de rater une opportunité est très réelle parce que je suis désolé de vous interrompre, c'est parce qu'en fait, on rentre dans un domaine où c'est tellement compliqué en fait que j'ai besoin de vulgariser au maximum. La peur de rater une opportunité, on peut la cristalliser en fait avec Xavier Niel qui a créé la station F parce qu'il a eu peur de rater le prochain Google, par exemple. Exactement. Ouais, c'est ça. Je te rends la parole. Ouais, et donc, pour en revenir à toutes ces créations de communautés, et en fait, il y a un truc aussi qu'on n'a pas abordé dans le growth hacking, c'est tout ce côté psychologique, tous ces biais psychologiques avec lesquels on joue. C'est hyper important parce que, qu'on le veuille ou non, on fait beaucoup de. On n'est pas des psychologues, on se prétend pas être neuropsychologue ou quoi que ce soit. C'est juste que on va jouer sur ces biais-là. Donc là, et dans le Web 3, la principale, c'est la peur de louper quelque chose, le FOMO. Ils aiment beaucoup parler de FOMO. Mais par exemple, je vais te dire un truc tout bête. Pour créer le FOMO, on va créer une collection NFT voilà, on va faire des beaux designs, etc., etc. Et on va créer un système de rareté entre ces NFT. Au niveau de l'utilité, par exemple, l'utilité, c'est plus je garde mon NFT, plus je gagne de l'argent, par exemple. J'y prends du simple. Et donc, l'intérêt pour moi de le récupérer à un prix très bas au début, c'est qu'il n'y en a que 10 000. Donc, j'ai créé une rareté et sur ces 10 000-là, j'ai peur de le louper. Donc, il y a des mecs, ils vont vendre des collections de 10 000 NFT à plus de $500 et ils vont faire 5 millions de dollars en même pas 10 minutes. En gros. Et tout ça parce qu'ils ont joué sur ce FOMO-là. Et les gens ne réfléchissent même pas, ils vont même pas analyser le business. Ils vont voir un joli truc, plein de techniques un peu marketing qu'on peut analyser et qui sont liées aux grosses, qui vont faire en sorte que la personne, elle va acheter dans la précipitation. Et tu as des mecs, des gars de 18 ans, des mecs de n'importe quel âge, ils arrivent à faire des 5 millions, 10 millions de dollars en moins de 10 minutes. Parce que, bon, il y a le travail derrière. Mais... Alors, c'est très passionnant, c'est hyper intéressant. On a fait qu'entrouvrir la porte en fait du Web3. Il y aura d'autres émissions sur le Web3. Je vais donner la parole en fait à Romain pour compléter ton propos et conclure. Et ensuite, je donnerai la parole à Ibrahima. Vas-y, Romain, on t'écoute. Je suis très content en tout cas, Bilal, que tu as abordé ce point de vue de psychologie. Donc, le FOMO, le Fear of Missing Out, c'est un des points essentiels. Et on oublie très souvent justement ce côté soit des biais cognitifs ou même juste de l'expérience utilisateur. Donc, pour vous donner une petite idée, moi, je suis rentré dans ce monde un peu de l'investissement, des crypto-monnaies il y a 1 an. Au début, j'étais perdu. Quand on m'a parlé d'échangeurs décentralisés, je ne rentre pas dans les détails, mais je suis rentré dans des trucs, je ne comprenais pas comment envoyer de l'argent d'un wallet, d'un portefeuille à un autre. L'expérience utilisateur pouvait être très, très compliquée et ça peut faire peur aux gens. Je pense qu'une des choses hyper importantes, c'est que si l'entreprise, parce que l'entreprise dans le Web3, c'est une entreprise, on ne va pas dire classique, mais son but, c'est de satisfaire ses utilisateurs, ses clients, sa communauté. Donc, va forcément y avoir envie de faire grimper un peu cette attente, donc un peu de FOMO. Il va falloir créer une expérience utilisateur qui soit optimale, donc avec un guide éventuellement étape par étape. Si on n'est pas référencé sur des plateformes très faciles d'accès, il va falloir aider les utilisateurs les plus novices pour réussir à démocratiser au plus justement l'accès à son projet. Et ça, je pense que c'est quelque chose que certains projets font extrêmement bien et d'autres auraient beaucoup de travail à faire. Et une deuxième chose que je me suis rendu compte, parce que je ne suis pas encore entrepreneur dans ce monde-là, mais je suis plutôt, on va dire, utilisateur, et quelque chose qui, je trouve, a extrêmement son importance, c'est ce côté support. Le support dans les communautés, quand on voit les modérateurs qui sont là à répondre quasiment 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à répondre à tous les moindres besoins de la communauté, même les gens les plus relous. Et ça, faut le dire aussi. Ce côté-là aussi où on s'intéresse réellement à nos clients, nos utilisateurs, notre communauté, parce que c'est eux qui font la force du produit, c'est eux qui font la force du service, c'est eux qui font la force de notre entreprise. Et ça, il y a des gens qui l'oublient, il y en a qui sont là que pour le cash. Et c'est pas ça. Je pense que quand on crée un business, quand on crée une boîte, certes, on a envie de pouvoir en vivre. Mais avant tout, je pense qu'il faut avoir un minimum de passion, il faut avoir envie justement d'accomplir et d'aller au bout des choses parce qu'on aime ça. Et
En général, on essaie de transmettre un peu de son énergie, de ce qu'on aime à un maximum de personnes. Et donc, pour ça, il faut que ce soit facile, accessible à n'importe qui. Donc là, j'en parle dans le monde du Web3, mais même de manière générale. Si vous avez un super produit, mais que vous l'expliquez mal, que vous onboardez mal vos personnes, c'est-à-dire que vous ne leur créez pas un parcours utilisateur fluide pour qu'ils s'inscrivent, pour qu'ils se connectent et même pour qu'ils en parlent, comment vous voulez que les gens parlent de votre projet s'ils n'arrivent pas à l'expliquer en quelques phrases? C'est ça qui est compliqué. Donc, en tout cas, merci Bilal d'avoir rebondi un peu sur ce côté biais, enfin le côté un peu psychologie dedans, parce que pour conclure un petit peu, le gros hacking, c'est pas juste des techniques comme ça pour aller générer de la croissance, mais c'est un énorme mélange entre, enfin, c'est un peu à la croisée des mondes entre plein de compétences. Il va y avoir une brique marketing, une brique finance, une brique en expérience utilisateur, une brique en psychologie comportementale, une brique en automatisation. Et en fait, ça ne s'arrête jamais. En fait, on se rend compte qu'on a besoin de différentes briques au fur et à mesure de nos expériences, au fur et à mesure qu'on avance. On se rend compte que, tiens, en fait, là, notre audience est plutôt sensible à l'urgence ou plutôt sensible à la rareté. Donc, clairement, dans le monde des crypto-monnaies, la rareté, ça fait c'est fort, quoi. Ou édition, le côté édition limitée, ou offre disponible que pendant un certain nombre de temps. Et ça crée justement un engouement qui est assez indéniable. Merci Romain, merci Bilal. Ibrahima, s'il te plaît, le mot de la fin. Le sujet, le thème, c'était comment hacker la croissance. Si jamais je devais dire, moi de mon côté, comment hacker la croissance, je rebondirais un petit peu sur ce qu'a dit Romain par rapport à l'expérience utilisateur. C'est quand on connaît bien son client, on sait comment prendre des raccourcis pour l'acquérir, le fidéliser et en faire un ambassadeur. Pour moi, c'est trois choses hyper importantes. C'est l'acquérir, l'activer, donc l'activer, en faire un ambassadeur. Quand il est content, c'est lui qui va vous vendre le produit à votre place. Donc, pour moi, pour hacker la croissance, il faut bien identifier qui est son client, sur quel segment il est, qu'est-ce que tu peux lui apporter comme valeur ajoutée, et derrière, créer les outils qui vont permettre de pouvoir industrialiser son acquisition. C'est comme ça qu'on peut hacker la croissance. Merci. Alors, je suis désolé, de manière très succincte, je vais vous demander de répondre à 2 questions et comme ça, on pourra conclure. Première question, Notion est une web app ou une application native? Romain? Les deux, mon gars. Alors, les deux, je vais essayer d'être juste très rapide, mais on a parlé justement de viralité au moment où on a parlé de notion, donc de référol, de viralité. Et il y a un troisième type de viralité, et s'il y en a qui souhaitent entreprendre, c'est ce qu'on appelle la viralité inhérente. Qu'est-ce que c'est la viralité inhérente? C'est quand la viralité est directement intégrée dans votre produit. Qu'est-ce que ça veut dire? Une application comme WhatsApp, ça ne fonctionne pas si on est tout seul dessus. Une application comme Tinder, ça ne fonctionne pas si on est tout seul dessus. Une application, je ne sais pas, comme Notion, c'est bien, mais c'est un outil qui est collaboratif. Donc, c'est fait pour travailler ensemble. Donc, toutes ces applications, ces outils, ces services où on a obligatoirement le besoin d'interagir avec une autre personne, ce sont des produits où la viralité est directement intégrée dans votre produit. Et ça, en général, quand vous avez ça, si vous avez un bon produit, ça part tout seul. Merci. Merci Romain. Bilal, de manière la plus succincte possible, je suis désolé. Une question d'Amid Tahiri. Merci Romain d'avoir répondu à la question de Kamel Mel. Bilal, dans quel secteur d'activité un hacker de croissance peut-il aider? Je suis dans l'immobilier. Comment solliciter les services d'un hacker et comment peut-il m'aider? Ok, d'accord. Encore une fois, on en revient toujours à la même chose, c'est qui est son client. Et à partir de là, on va pouvoir définir sur quel canal on va aller le chercher et après, on va construire une stratégie autour de ça. Mais un gros hacker, il peut être utile dans tous les domaines, clairement. Dans n'importe quel secteur, si je devais résumer. Alors, merci. Alors, c'est la question d'un habitué. Éventuellement, Hamid, je te mettrai un lien vers les pages LinkedIn de Romain et de Bilal. Comme ça, tu pourras les harceler. Des petits conseils gratuits. Avec plaisir. Merci pour votre présence lors de notre webinaire. Merci bien évidemment à nos participants invisibles d'avoir interagi dans la zone de chat.
si vous êtes intéressé, si vous voulez qu'on approfondisse la question du Web3, faites-le nous savoir sur la page LinkedIn Riche avant d'entreprendre et on le fera. Merci Romain pour la clarté de tes explications et pour ton esprit synthétique. Merci Bilal pour ta présence et ton ouverture notamment sur l'aspect technique du growth. Merci Brahim d'être présent. Hein. Non, je plaisante. Ben, j'essaie de trouver le bouton pour virer, mais j'arrive pas en fait. Merci pour ta mise en perspective des différents éléments. Merci bien évidemment à toute la team de l'Invisible, etc., de Riche avant d'entreprendre. Johan, Mamadou, Rudy, Issa. Et bien évidemment, je finis avec notre gimmick. Soyez riches avant d'entreprendre, une richesse intellectuelle, économique, une richesse comportementale, une richesse en termes d'information. Hein, on vient d'aborder, en fait, de griffer un petit peu la notion de Web3. Ne vous arrêtez pas à ce webinaire-là. Allez rechercher tout ce que vous pouvez rechercher au niveau du Web3 parce que vous êtes déjà en retard si vous ne savez pas ce qu'est une NFT. D'accord? Et surtout, soyez riches d'entreprendre. Bonne soirée à tous et à la semaine prochaine pour notre prochain webinaire. Salut tout le monde. Salut. Ciao. Ciao.